la une de cette édition d'information, le nombre de sociétés de gardiennage augmente d'année en année au Mali. Quelle réglementation régit le secteur? C'est le dossier week-end de la rédaction à suivre dans ce journal. Chérif la télévision, la proximité dans la distance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition dominicale. C'est en 1990 que les premières sociétés de gardiennage ont été créées au Mali. Mais de nos jours, le secteur connaît une véritable floraison, créant une concurrence déloyale au détriment des entreprises en règle. Pourquoi le secteur attire-t-il autant de personnes? En République du Mali, y a-t-il des lois qui réglementent ce secteur? Quelles sont les procédures pour la création d'une société de gardiennage? Suivons ce dossier réalisé par Sadio Sidibé et son équipe qui sont allés à la rencontre des acteurs et des spécialistes en droit. À Bamako, il est difficile de parcourir une rue ou un quartier sans apercevoir un agent de sécurité devant les banques, les institutions ou même les maisons privées. Ces hommes parfois très jeunes sont désormais omniprésents. Cette forte présence soulève une question, à savoir: pourquoi le métier de gardiennage attire-t-il autant de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, si tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent pour la société, c'est parce qu'on a cherché en vain pour être militaire, à vrai dire. Et on a cherché le corps, les enfants, mais malheureusement, on a cherché en vain, on n'a pas trouvé. La surveillance des maisons, des usines, des localités. L'armée a plus de programmes qui est chargé. Donc c'est pour cela que ça motive les gens aussi à s'intégrer dans ce domaine. Avant, c'était d'abord un montant de 100 000 francs au trésor public. Et maintenant, c'est 50 millions. C'est un montant de 50 millions qu'il faut payer au trésor public. Et suivant le décret numéro 096/064, PRM du 29 février 1996, réglemente l'exercice de ces activités privées de surveillance, de gardiennage, de protection des personnes et des biens, de transport de fonds sur le territoire national. Et l'arrêté numéro 06/3017, ministère de la Sécurité intérieure et de la protection civile, secrétaire général, du 11 décembre 2006, porte agrément des entreprises privées de surveillance et de gardiennage, de protection des personnes et des biens, en précisant bien sûr les procédures administratives. Depuis plusieurs années, le Mali fait face à des défis sécuritaires importants. Entre le banditisme urbain, les vols et les crises sécuritaires, les citoyens et les entreprises ressentent un besoin croissant de protection. Face à cela, les forces de sécurité publique ne suffisent toujours pas à couvrir tous les besoins. C'est en 1990 que les sociétés privées de gardiennage sont donc apparues comme une solution rapide et accessible. Elles offrent des services de surveillance 24 heures sur 24, mais c'est en 2014 que le secteur a connu une concurrence déloyale avec la floraison des sociétés de gardiennage. Le besoin y est. Les gens ont toujours besoin de la sécurité pour se sécuriser davantage. Et aussi, il faut une restructuration des choses parce que vraiment, il y a toujours des sociétés qui n'ont pas d'agrément. Et aussi, cela nous dérange beaucoup sur le terrain. Des mots de sécurité, même protéger la personne et de son bien, ce qui s'est entouré de vous aussi. Donc, je crois que c'est tout. Ces dernières années, les sociétés de gardiennage se sont multipliées à Bamako. Aujourd'hui, elles sont présentes dans presque tous les secteurs. Cette expansion a transformé le gardiennage en un véritable secteur économique en pleine croissance. Pour encadrer ces secteurs, qu'est-ce que la loi malienne dit? Il y a un décret, le décret 96/064 PRM du 29 février 1996 aussi, qui est le décret d'application de cette loi. Il y a un arrêté interministériel aussi, l'arrêté numéro 96/0566 du 15 avril 2016 qui fixe les frais d'agrément. Comme vous le savez, quand il y a beaucoup de conditions qu'il faut réunir pour
avoir une société de gardiennage ou une société de sécurité. La première des choses, ça c'est la couverture d'une loi. Comme vous l'avez dit tout de suite, c'est la loi 96-020 qui régit cette profession-là. L'une des principales raisons de cette multiplication est le chômage élevé, notamment chez les jeunes. La jeunesse d'aujourd'hui est appelée à diriger une famille demain. Donc si aujourd'hui on parvient à trouver quelque chose suffisant, vraiment pour nourrir sa famille, vraiment c'est bien. Le métier de gardiennage présente plusieurs avantages, notamment l'accès à un emploi sans diplôme élevé. Pour beaucoup de jeunes à Bamako, devenir agent de sécurité est une solution face au manque d'opportunités dans d'autres secteurs. La plupart aussi n'ont pas de diplôme, mais je crois que c'est des enfants bien formés. Le Mali, compte tenu de sa situation sécuritaire, les gens se disent que c'est un domaine ou une opportunité plutôt, voilà, pour se faire de l'argent, on va le faire comme ça, le dire comme ça, parce que beaucoup de ces sociétés sont créées, mais en réalité ne répondent pas concrètement aux besoins. Un métier accessible mais difficile. Malgré sa popularité, le métier de gardiennage reste exigeant. Il s'agit entre autres des longues heures de travail et de veille. Certains agents travaillent sans contrat formel ou sans protection sociale, ce qui rend leur situation fragile. Le souci de nos enfants aujourd'hui est que vraiment dans ce travail-là, on les fait, mais malheureusement, on ne parvient pas à subvenir à nos besoins parce que le salaire est très peu. Les enfants aussi travaillent sur ça, malgré tout ça, et la fin du mois, ils n'arrivent pas à trouver leur argent. C'est encadré par la loi 96-020. Ça veut dire que toute personne qui ne se conforme pas à ça, il est obligé, l'État est obligé de fermer boutique. Ça veut dire qu'il y a des sanctions qui sont là aussi. La loi prévoit aussi des sanctions pour les sociétés qui ne se conforment pas à la loi. Ça veut dire que quand, par exemple, on n'a pas d'agrément, on ne peut pas exercer. Quand on exerce un agrément, l'État est là, l'État veille au grain. Ça veut dire que l'État peut fermer purement et simplement. Un secteur parfois mal encadré, même si des lois existent pour encadrer les sociétés de gardiennage au Mali, leur application reste parfois limitée. L'État a mis en place ces règles pour que chacun puisse se conformer, comme je vous l'ai dit. Par rapport aux agréments, il faut avoir un agrément pour le faire. Par rapport à la formation des agents, il faut que les agents soient formés. Par rapport aux tenues des agents, il faut que les agents aient des tenues adéquates qui sont différentes des tenues des militaires et paramilitaires. Avant, on parlait de société de gardiennage et autres. Maintenant, nous sommes un peu respectés. Et je profite de votre micro pour saluer les plus hautes autorités, parce que nous relevons du ministère de la Sécurité, chose qui n'était pas évidente. Vraiment, maintenant on ne parle plus de gardiens, de lave-garde, on parle d'agents de sécurité. Nous demandons encore plus, parce que si l'État aussi pouvait contribuer à faire des quotas pour les sociétés de gardiennage sans réserve, toutes les sociétés de gardiennage, pendant les recrutements. Depuis un certain temps, le gouvernement s'intéresse beaucoup. Je crois qu'au niveau de chaque secteur, chaque commune, il y a un officier qui s'occupe des différentes sociétés qui logent leurs sièges dans les différentes communes. Donc je crois que les mesures sont prises. Et même sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui évoluent en dehors de Bamako, je crois que souvent il y a des missions du gouvernement pour voir comment est-ce que ces sociétés travaillent. La multiplication des sociétés de gardiennage à Bamako est le reflet d'une double réalité, notamment un besoin croissant de sécurité et un manque d'emploi pour la population. Si ce secteur joue un rôle important dans la protection des biens et des personnes, il reste confronté à de nombreux défis, notamment en matière de réglementation et de conditions de travail. Nous sommes reconnus par l'État. L'État même peut nous donner des contrats pour avoir des agréments reconnus par l'État aussi. Pour réduire le taux de chômage, quand on fait des recrutements, il y a des dossiers à fournir chez nous. Il y a des dossiers juridiques qu'on demande. Le dirigeant doit être quelqu'un de bonne foi, doit présenter un casier judiciaire vierge et il doit avoir aussi un certificat médical psychiatrique. Les promoteurs doivent vraiment se former et un promoteur d'agence de sécurité est d'abord le premier agent de la société.
L'avenir du gardiennage au Mali dépendra donc de sa capacité à se structurer et à offrir de meilleures garanties, aussi bien pour les clients que pour les agents eux-mêmes. La multiplication des sociétés de gardiennage au Mali entre concurrence déloyale et réglementation du secteur, c'était là un dossier de la rédaction réalisé par Sadio Sidibé et son équipe de reportage. L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes à l'honneur du guide spirituel des Ansar, Seyid Sherif Ousmane Madani Haïdara, tout en marquant leur soutien total aux forces armées maliennes. La jeunesse ansardine nationale a organisé sa traditionnelle journée trimestrielle de dons de sang pour sauver des vies. L'activité s'est déroulée ce dimanche 3 mai dans les locaux du centre de santé Chérifla. C'est à Bankoni, Djankinebogo, Samaïra Sanogo, Abdoulaye Sogodogo pour en savoir plus. Le sang est indispensable dans la survie de l'être humain. Il est cependant un produit qu'on ne trouve pas au marché. Conscient donc de son apport inestimable pour sauver des vies, la jeunesse des Ansar, respectant une longue tradition, a organisé ainsi cette journée de don de sang. Vu l'état de notre pays qui est en état de critique actuellement, nos femmes ont besoin de sang et puis les Maliens qui sont à l'hôpital maintenant, la plupart de ces malades-là ont besoin de sang. Ils souffrent de maladies dont on a besoin de sang aussi. C'est pourquoi on a eu l'initiative de donner nos sangs pour leur sauver des vies. Vu que donner son sang, c'est une poche, cette seule poche-là sauve 3 vies. Les parrains, les marraines aussi sont venus. On est content pour eux. Et puis notre guide spirituel ainsi que sa famille, ils ont un représentant ici, donc on est vraiment content. Les donneurs de sang saluent ce geste hautement humanitaire et affichent leur satisfaction quant au déroulement sans incident de l'activité avant de saluer tous ceux qui y ont contribué à sa réussite. Le sang, c'est très essentiel dans la vie. Bon, ça peut aider plusieurs personnes qui sont en manque, en déficit. Parce que par exemple, les gens qui font des accidents de circulation, et aussi il y a des personnes qui sont malades, ils ont besoin du sang. Par exemple, les femmes qui font des césariennes, donc les dons de sang est très essentiel, vraiment. Donc ça peut sauver plusieurs vies, Donc raison pour laquelle on en a aussi ici aujourd'hui pour faire preuve, voilà, du don de sang. Et sans oublier aussi nos militaires qui sont au champ de bataille, vraiment, les sangs leur aideront. Vraiment. Et on fait vraiment un grand appel à toute la population malienne, donc de faire un don de sang, c'est très essentiel, voilà, pour la population. Venus nombreux pour apporter leur contribution à l'activité dans le souci de sauver des vies à travers ce don de leur sang, les bonnes volontés venues pour la circonstance saluent l'acte. Appréciant l'acte eu égard son objectif et sa portée en termes de prévention, le parrain de l'événement a trouvé les mots adéquats pour exprimer sa satisfaction et saluer les organisateurs pour le choix porté sur sa modeste personne. Un homme de bienfaisance, un homme qui a décidé de donner de ses fonds, de ses biens et de sa bonne volonté à l'endroit de la jeunesse ansardine, section de Mako et ansardine nationale. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de voir cette mobilisation qui permet de faire un geste symbolique qui consiste à sauver des vies. Parce que donner du sang, c'est sauver des vies. Et c'est exactement ce qu'il a compris. C'est un entrepreneur, il est transiteur, mais il a compris que aider la société, c'est aider également à soigner les maladies. Et on peut le faire à travers le don de sang. Donc on le remercie énormément. Et lui-même, par sa voix, il souhaite quand même un excellent élan à cette activité. Et il souhaite pérenniser cette activité dans le sens où ça aidera les Maliens et les Maliennes vraiment à une santé de paix et de bonheur. Remerciant les organisateurs pour l'initiative trouvée noble et juste, le Centre national de transfusion sanguine dira que le geste est une bouffée d'oxygène et vient à point nommé. Ansardine, fidèle à sa tradition, nous donne régulièrement du sang. Qu'il y ait un événement ou pas, Ansardine nous donne régulièrement du sang. Donc c'est un geste noble, ça nous aide beaucoup. Ce qui donne du sang sauve au moins 1 à 3 vies. Parce qu'on sait qu'une seule poche de sang peut sauver 1 à 3 personnes. Donc donner du sang, c'est un acte salutaire, c'est un acte patriotique vraiment de grande portée. Parce que le sang, c'est un produit qui n'est pas synthétisable.
aucune usine ne peut fabriquer le sang. Donc en cas de besoin, il faut prélever le sang sur une personne pour qu'un malade ayant besoin du sang puisse en avoir. L'acte est posé à point nommé, surtout en cette période vraiment où il y a insécurité, instabilité, donc c'est un acte vraiment autrement apprécié. Réunissant les participants venus de divers horizons à travers la capitale malienne et environ, en plus des organisateurs et voisins du quartier, la journée trimestrielle de don de sang de la jeunesse Ansar aura permis de collecter plus de 140 poches. Autre temps fort de l'activité est la remise des tableaux de reconnaissance par le parrain à la jeunesse Ansar pour engagement patriotique et au président de la Fédération islamique du Mali pour avoir été à l'origine de tout. Des séances de bénédiction ont clos la cérémonie. Lancement officiel des activités de l'association Ankabe Mayala, comité de Fadjiguila. La cérémonie s'est tenue ce samedi 2 mai en commune 1 du district de Bamako sous le signe d'hommage à nos soldats tombés sur les champs d'honneur. Voyons l'élément. Sous le leadership éclairé de son PCA, Seyd Badra Ali Ousmane Aïdara, l'association Ankabe Mayala poursuit sa mission d'unité, de paix et de cohésion sociale au Mali et par-delà nos frontières. C'est dans ce contexte qu'intervient la présente cérémonie qui consacre le lancement officiel des activités du comité AKBM de Fadjiguila. Le temps de la mobilisation est donné à travers l'hymne national du Mali et l'observation d'une minute de silence en hommage aux victimes des récentes attaques terroristes. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que c'est l'humanisme que nous voulons cultiver entre nous ici. Qui dit Maya dit pas de divergence politique, pas de divergence religieuse, pas de divergence ethnique. Tout ce qu'on va poser, il faut qu'on le pose dans l'humanisme. Chacun doit respecter l'autre. Tout ce que nous voulons poser, il faut que ça soit dans un consensus bien terminé. Et je sais que celui qui a eu l'idée de penser à ce Maya, vraiment, il a beaucoup réfléchi et ça c'est un acte positif sur lequel tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, la solution se trouve dans ce Maya. Hommage à nos soldats disparus, c'est le thème retenu pour cette cérémonie de lancement. L'association a voulu faire d'une pierre deux coups en rendant un vibrant hommage à nos soldats tombés pour la défense de la patrie. On est là ce soir dans le cadre du lancement du comité de l'association Ankabe Mayala de Fadjiguila. À travers ce lancement, on avait prévu beaucoup d'activités, mais l'homme propose, Dieu dispose. Compte tenu des circonstances, on a été obligé de transformer notre activité à la réalité de notre pays. Et suite à cela, on a eu à faire cet événement à travers maintenant la modération, de façon à commémorer et à essayer de rendre hommage aux victimes qui sont tombées du 14, du 25, 26 et suivant. Donc suite à cela, on ne peut que remercier le Bureau national. Après le Bureau national, on remercie le PCA, l'infatigable, l'incontournable qui a initié cet événement, d'où la création de l'association Ankabe Mayala, de créer la cohésion sociale entre nous, que ce soit musulmans, que ce soit chrétiens, que ce soit les traditionalistes et les athées. Il faut qu'on se donne les mains de travailler, de donner d'autres images à notre pays qui rendent dans le développement et de la cohésion sociale. La cérémonie a enregistré la présence effective des membres du bureau exécutif national et plusieurs démembrements de l'association autour du président du conseil d'administration, Seyd Badra Ali Ousmane Aïdara. Ce soir, nous sommes à Fadjiguila dans le cadre du lancement. Et vu le contexte actuel du pays, nous avons décidé de placer ça sous l'hommage à nos soldats tombés dans l'attaque du 25 au 26 avril 2026. C'est l'occasion pour nous de présenter les condoléances de l'association Ankabe Mayala et d'appeler les Maliens à la vigilance et à la quiétude. Et c'est ça l'idée de notre président d'honneur, c'est ça l'idée de Ankabe Mayala. Je voudrais d'abord rappeler à l'opinion nationale que notre association est une association en politique à but non lucratif. Et cette association est née d'une simple conviction que le vivre ensemble, c'est s'élever ensemble et que la paix n'est pas une contrainte, mais une chance pour toute l'humanité. Alors, je remercie tout le monde
Je remercie tout et chacun. Je remercie vraiment les responsables qui sont là avec nous. Je remercie les chefs de quartier, le maire ici présent. La cérémonie de lancement des activités du comité Ankabe Mayala de Fadjiguila est agrémentée par des prestations d'arts martiaux, d'artistes musiciens et un sketch des pionniers sur la paix, la tolérance pour un vivre ensemble des plus harmonieux. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. L'ambassadeur de la République de Turquie au Niger, Özgur Şinar, a déclaré mercredi que son pays restera aux côtés du Niger, avec lequel il entretient des liens de coopération dans plusieurs domaines. Le diplomate a salué la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays et a ajouté que la Turquie restera aux côtés du Niger, aujourd'hui comme demain, a rapporté le site officiel d'information du ministère nigérien des Affaires étrangères. Selon la même source, le diplomate turc a fait cette déclaration à l'issue d'une audience avec le président nigérien Abdurrahman Tiani, à qui il est allé faire part de la fin de sa mission de 4 ans au Niger. La coopération entre le Niger et la Turquie embrasse plusieurs domaines comme l'éducation, la santé, les mines et l'énergie, mais aussi et surtout la défense et la sécurité. Depuis le coup d'État militaire du 26 juillet 2023 et la rupture des accords militaires avec ses partenaires traditionnels comme la France et les États-Unis, le Niger a renforcé sa coopération militaire avec la Turquie qui lui apporte son appui dans la lutte contre le terrorisme. Cet appui porte sur la livraison d'armes, la formation et les renseignements au profit du personnel des forces armées nigériennes. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a condamné vendredi la décision américaine de le sanctionner pour avoir prétendument aidé les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Cette décision de Washington est profondément injustifiée, motivée par des considérations politiques et fondée sur des accusations sans fondement, a déclaré M. Kabila dans un communiqué transmis à l'AFP. Washington a déjà imposé des sanctions au Rwanda, voisin de la RDC, dans le but de faire respecter un accord de paix resté lettre morte entre le M23 et le gouvernement congolais. Cet accord de paix annoncé en grande pompe par le président américain Donald Trump en décembre comprend une disposition accordant aux industries américaines un accès privilégié aux vastes richesses minérales de l'Est de la RDC. Kabila a déclaré que la décision américaine de le mettre sur liste noire était fondée sur le récit des autorités de Kinshasa qui n'ont pas été en mesure d'étayer les accusations portées contre lui. Le gouvernement de la RDC, en revanche, a salué les sanctions américaines. Il a déclaré qu'elles avaient des implications opérationnelles car elles limiteraient la prétendue capacité de Kabila à mobiliser des fonds ou le soutien logistique susceptible d'alimenter et de prolonger la guerre. L'année dernière, un tribunal militaire congolais a condamné Kabila à mort par contumace pour trahison, pour complicité avec le M23. L'Iran a répondu par l'intermédiaire du Pakistan à la proposition en 9 points des États-Unis axée sur la question de la fin de la guerre. Dans sa proposition, les États-Unis avaient demandé un cessez-le-feu de 2 mois, mais l'Iran a souligné que les problèmes devaient être résolus dans un délai de 30 jours et que l'attention devait passer de la prolongation du cessez-le-feu à la fin de la guerre. Des questions telles que les garanties de non-agression, le retrait des forces militaires américaines des zones entourant l'Iran, la levée du blocus naval, le déblocage des avoirs iraniens gelés, le versement d'indemnisation, la levée des sanctions et la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi qu'un nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz, figurent parmi les sujets inclus dans la proposition en 14 points de l'Iran. Le pays attend une réponse officielle des États-Unis à ces propositions. Le commandant de l'armée iranienne, le major général Amir Hatami, a de son côté déclaré que ses forces restaient fermes face à toute menace et hostilité, s'appuyant sur la force et le soutien de la grande nation iranienne. Aujourd'hui, l'armée de la République islamique d'Iran est fière de se tenir debout, plus préparée que jamais, avec puissance et une vision révolutionnaire, sous la direction et les sages directives du commandant en chef, l'ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei, et comptant sur la force et le soutien de la grande nation iranienne, comme par le passé, face à toute menace et hostilité, a-t-il souligné. Le président américain Donald Trump, lui de son côté, a déclaré que la réponse de l'Iran aux propositions de Washington concernant le règlement du conflit serait difficilement acceptable car Téhéran n'aurait pas encore payé un prix suffisamment élevé. Je vais bientôt examiner le plan que l'Iran vient de nous envoyer, mais je ne peux imaginer qu'il soit acceptable
car ils n'ont pas encore payé un prix suffisamment élevé pour ce qu'ils ont fait à l'humanité et au monde au cours des 47 dernières années, a écrit Trump sur sa page Truth Social. Il avait plutôt déclaré qu'il entendait conclure un accord avec l'Iran qui serait acceptable pour les États-Unis. Le 1er mai, le président américain Donald Trump a officiellement notifié au Congrès que la Maison-Blanche considérait la guerre contre l'Iran comme terminée, invoquant un cessez-le-feu entré en vigueur le 7 avril et prolongé par la suite. Cependant, cette décision semblait principalement motivée par la nécessité de se conformer à la législation nationale encadrant l'engagement militaire américain dans les conflits à l'étranger. En effet, en vertu de la résolution de 1973 sur les pouvoirs de guerre, le pouvoir exécutif américain ne peut déployer de forces américaines à l'étranger pendant plus de 60 jours sans l'approbation du pouvoir législatif. Le 1er mai marquait le 60e jour. Le retrait des troupes américaines d'Allemagne montre qu'un point de non-retour a été atteint dans les relations entre les États-Unis et l'Union européenne, a déclaré le président serbe Aleksandar Vučić, selon le journal Večernje Novosti. La décision de Washington de retirer partiellement ses troupes d'Allemagne est une prise de position politique importante qui en dit long sur les relations entre les deux plus grandes puissances occidentales, a déclaré le dirigeant serbe. De toute évidence, nos intérêts divergent et nous avons atteint un point de non-retour, a-t-il ajouté. La décision du président américain Donald Trump de retirer les troupes américaines d'Allemagne marque le début d'une confrontation entre Allemands et Américains qui ne cessera de s'aggraver, a souligné le chef de l'État. Des désaccords avec Washington pourraient également avoir des répercussions négatives sur l'économie, la politique et les entreprises serbes, a ajouté le président serbe. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.